À 650 km de Terre-Neuve, un morceau de glace d'1 million de tonnes se détache du Groenland et part à la dérive dans les couloirs de navigation du nord de l'Atlantique. Après avoir accompli un périple de plus de 3000 km, il est sur le point de devenir l'iceberg le plus célèbre de l'histoire. On sait tous que le Titanic a coulé après avoir percuté un iceberg. L'histoire du Titanic est tout aussi mythique que le navire lui-même. À l'époque, c'était le paquebot le plus grand et le plus luxueux au monde, et il était soi-disant insubmersible. Mais l'iceberg n'est qu'une partie de l'histoire du Titanic. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît la cause du naufrage du Titanic, c'est qu'il ne s'est pas assez renseigné. La proue était trop grande. Elle ne rentrait pas sur le chantier. Donc, ils ont décidé de fixer les rivets à la main. À cause du changement de second officier, les membres de l'équipage n'avaient pas la clé nécessaire pour accéder aux jumelles. Plusieurs passagers avaient ouvert le hublot pour essayer de voir ce qui se passait. Une tragédie comme celle du Titanic est causée par une centaine de petites choses. Mais il y a 10 événements clés que l'on peut retenir comme étant les vraies causes du naufrage. C'est l'association de tout ça qui a mené à l'inévitable. Le Titanic a percuté l'iceberg et a coulé. 10 erreurs. Aucune n'était fatale en soi. Mais ajoutées les unes aux autres, elles causèrent la catastrophe que l'on connaît tous. En septembre 1911, la construction du Titanic s'achève au chantier naval Hartland & Wolff à Belfast. C'était le second d'une série de 3 paquebots identiques, l'Olympic, le Titanic et le Britannic. Ils avaient été commandés par la compagnie maritime White Star Line pour épater les gens dans le monde entier. Ça fait peut-être cliché de dire ça, mais il était vraiment magnifique. Au moment de sa mise à flot, le Titanic était le plus grand navire touristique au monde. C'était le plus grand bateau, avec ses 270 mètres de long. À l'époque, c'était le plus grand véhicule que l'homme ait jamais créé. Si on avait mis le navire en équilibre sur sa proue, il aurait été presque aussi haut que l'Empire State Building. Et pourtant, en largeur, il ne représentait qu'un tiers de terrain de football. C'est un navire qui est très grand, très raffiné et chic vu de l'extérieur. Et l'intérieur est tout simplement somptueux. Il voulait faire en sorte que la traversée de l'Atlantique soit la plus confortable possible. Au-delà du luxe, le Titanic se vantait d'avoir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité, avec plus de canaux de sauvetage que n'importe quel autre navire. Un télégraphe sans fil à la pointe de la technologie, ainsi que des cloisons étanches conçues pour empêcher le bateau de couler. L'efficacité de ces cloisons fut vite mise à l'épreuve, à la suite d'un incident qui provoqua la première grande erreur de l'histoire du Titanic. Le 20 septembre 1911, l'Olympic, le navire jumeau du Titanic, navire le long du Solent dans la Manche. L'Olympic s'apprête à faire sa 5e traversée de l'Atlantique. Il navigue le long du Solent, à proximité d'un navire de guerre, le HMS Hawke. Il faisait la course. Il y avait une bonne entente entre les deux navires. Le bras de mer étant étroit, l'Olympic a tenté de faire des manœuvres pour ne pas être dans le chemin du HMS Hawke. L'Olympic a coupé la route au HMS Hawke. Et la collision fut inévitable. Malheureusement, le HMS Hawke était conçu pour endommager les autres navires. Sa proue était conçue pour servir de bélier, et elle a perforé la coque de l'Olympic. Ça a brisé les plaques et les rivets. En 1912, très peu de bateaux auraient survécu à une telle catastrophe. Mais les cloisons de l'Olympic ont stoppé l'inondation. Tout comme le Titanic, l'Olympic était composé d'une série de cloisons qui divisaient la coque en compartiments étanches.
Bien que le navire de guerre ait perforé le flanc du paquebot, grâce à ces cloisons, l'eau a été contenue dans un seul compartiment et n'a pas inondé toute la coque, empêchant ainsi le navire de couler. Quand l'Olympique a survécu à cette collision avec le HMS Hawk, ça a donné des idées dangereuses aux gens. Si un bateau peut rentrer au port pour se faire réparer après s'être fait attaquer par un navire de guerre, les gens commencent à croire que tout est possible. Il y en a plein qui ont dû se dire que le navire était vraiment insubmersible. Malheureusement, il n'y a pas que les amateurs qui ont pensé cela. Quand la collision a eu lieu, Edward Smith dirigeait l'Olympique et c'est lui qui allait être le commandant du Titanic pour son voyage inaugural. Il était aux premières loges. Il a vu que ces navires pouvaient subir de graves dommages sans couler pour autant. Cela a contribué à faire la renommée du Titanic comme étant un paquebot insubmersible. Cet événement n'a pas seulement donné à la White Star un dangereux sentiment d'insouciance, cela a aussi eu une grave conséquence pour le Titanic. L'Olympique a dû aller à Belfast en urgence pour être réparé. Pour la White Star, il est impératif de remettre l'Olympique à flot le plus rapidement possible. Les gens avaient déjà leur billet pour la traversée de l'Atlantique. La White Star Line risquait un gros déficit. Donc la priorité était de réparer l'Olympique et les travaux de finition du Titanic ont été mis entre parenthèses. Les travaux de réparation de l'Olympique interrompent la construction du Titanic et retardent son voyage inaugural de 3 semaines. À cause de ce report d'un mois, le voyage inaugural a commencé en avril, au tout début de la saison des glaces dans l'Atlantique Nord. C'est une période connue pour ses nombreux icebergs. Comme si cela ne suffisait pas, des températures anormales pour la saison firent qu'au printemps 1912, il y avait plus d'icebergs que d'ordinaire dans les couloirs de navigation. En général, en avril, on en voit environ 125. Cette année-là, il y en avait plus de 400. Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas vu ça. Cette année-là, 3 fois plus d'icebergs que d'ordinaire partent à la dérive dans les couloirs de navigation, poussés vers le sud par des conditions météorologiques inhabituelles. Tout d'abord, il faut savoir que l'hiver 1911 fut assez chaud. Donc il y avait une énorme quantité d'eau de fonte. En avril 1912, il y avait tellement de glace dans le courant du Labrador qu'au lieu de fondre en arrivant dans le Gulf Stream, les icebergs étaient transportés par ce flot d'eau glacée vers le sud, dans l'Atlantique. Mais l'iceberg, qui deviendra l'ennemi juré du Titanic, emprunte un chemin plus sinueux. L'iceberg ne va pas tout droit dans l'Atlantique. Il suit les courants, il dérive vers le nord pendant un temps, se laisse porter pendant environ 6 mois, avant d'arriver dans les couloirs de navigation au sud de Terre-Neuve, au Canada. Le 10 avril 1912, le RMS Titanic quitte le port de Southampton avec 2224 personnes à bord et se lance dans un voyage inaugural de 7 jours pour rallier New York. Le Titanic voulait accoster à la jetée numéro 59 de New York le 17 avril. Vu la distance entre l'Europe et New York, une vitesse de navigation de 18 nœuds aurait suffi. Il allait pourtant bien plus vite quand il a heurté l'iceberg. Il naviguait à 22 nœuds au milieu d'une mer de glace. S'il avait progressé plus lentement, il aurait peut-être pu éviter l'iceberg. Cette vitesse excessive est la deuxième erreur qui a causé la perte du Titanic. Et sûrement celle qui aurait pu être évitée le plus facilement. Mais le commandant du Titanic, Edward Smith, aimait la vitesse. Le commandant Smith était le meilleur de la White Star Line. On l'appelait le commandant des millionnaires, parce que les gens aimaient voyager avec lui. Non seulement c'était un commandant assez compétent pour qu'on lui confie ce paquebot flambant neuf, mais en plus, c'était un bon baratineur. Il était vaniteux et sophistiqué. Il remplissait son rôle à merveille. Les millionnaires et les passagers de la première classe l'adoraient. Il savait les flatter.
Au fond, diriger l'un de ces navires gigantesques, c'est surtout savoir gérer un grand groupe de passagers et faire du relationnel. Les gens avaient réservé leur billet pour voyager avec le commandant Smith. Donc personne d'autre n'aurait pu être nommé à sa place. Il voulait arriver à destination aussi vite que possible et les passagers voulaient arriver en temps et en heure. Les gens savaient que quoi qu'il arrive, Smith ne les décevrait pas. La White Star Line se vantait d'être une compagnie fiable. S'il disait que vous seriez à New York le mercredi, vous pouviez être sûr qu'il tiendrait parole quoi qu'il arrive. Le commandant Smith savait qu'il devait aller vite pour arriver à New York en temps et en heure. Grâce au journal de bord de Smith, on sait qu'il a augmenté la vitesse petit à petit. Dès que les machines étaient habituées au nouveau régime, il accélérait un peu. Smith naviguait à une vitesse moyenne de 21 nœuds, 3 ou 4 nœuds de plus que la vitesse requise. Il est d'usage, pour un commandant qui se lance dans une traversée de l'Atlantique, d'aller aussi vite que possible au début du voyage, pour avoir de l'avance, s'il est par la suite obligé de ralentir la cadence en cas de brouillard. Il y a beaucoup de brouillard dans l'océan Atlantique Nord. On est obligé d'évoluer lentement. Donc en prenant de l'avance au départ, on a de la marge en cas de brouillard. C'était normal en 1912. Les commandants ne ralentissaient que s'il y avait une mauvaise visibilité, s'ils ne s'estimaient plus capables d'anticiper assez pour arrêter le navire ou virer sur le côté. Les icebergs étaient un risque à prendre en compte, mais c'était plus courant pour un navire d'arriver en retard que de heurter un iceberg. Le risque d'iceberg n'aurait pas vraiment inquiété Smith, car il avait déjà été témoin d'une grosse collision 7 mois plus tôt, alors qu'il était le commandant de l'Olympique, et le navire s'en était sorti presque indemne. Smith était le commandant de l'Olympique, qui n'a pas coulé alors que sa coque a été perforée par un navire de la Royal Navy. Du coup, il ne s'inquiète pas du tout des dommages que pourrait causer un petit iceberg, parce qu'il se dit que s'il y a un gros iceberg à l'horizon, les membres de l'équipage vont le voir et s'en éloigner. Il est évident que le risque de collision avec un iceberg était tellement peu probable qu'il a été pris à la légère. Le vrai risque était d'arriver en retard à New York, car cela aurait donné une mauvaise réputation au Titanic. Cependant, il y a une chose qui a inquiété le commandant. Une chose qui se consumait dans les étages en dessous et dont la compagnie s'était bien gardée de parler aux passagers. Ce n'est plus un secret pour personne. Un incendie s'était déclaré dans le Titanic quand il a quitté Southampton. En 1912, les navires étaient des bateaux à vapeur. Chaque jour, une équipe de pompiers alimentait les chaudières du Titanic avec 600 tonnes de charbon. L'idée étant que le charbon serait suffisant pour faire cette traversée de l'Atlantique. Il arrivait parfois qu'un bout de charbon s'embrase dans la soute et crée un incendie. Quand vous avez du charbon entassé dans une soute, de l'oxygène et de l'eau peuvent pénétrer et causer une combustion spontanée du charbon. Pour faire du feu, il faut de l'oxygène, une source de chaleur et un combustible. Et là, on avait les trois. Tous les ingrédients étaient réunis. Plus le charbon s'embrase, plus il fait chaud dans la pièce, plus le feu se propage. C'est un cercle vicieux. Lors de leur témoignage dans l'enquête sur le naufrage du Titanic, les pompiers avouent qu'un incendie faisait rage dans la soute à charbon de la salle des chaudières numéro 5. L'incendie s'était déclaré à Belfast, alors qu'on était en effectif réduit pour emmener le Titanic à Southampton. Quand le Titanic a quitté Southampton, la soute brûlait déjà. La soute haute de 3 étages fut enfin vidée le samedi 13 avril, la veille de la collision. La soute a brûlé pendant environ 10 jours. Ça a pris du temps pour la vider. Un incendie qu'on n'arrive pas à maîtriser pendant 10 jours, cela a forcément des conséquences. Après coup, on se dit que la soute en a forcément pris un coup, après avoir brûlé aussi longtemps.
Avec des flammes oscillant entre 500 et 1000 degrés, les murs en acier de la soute devaient être brûlants. Le Titanic est composé de plaques de métal. Il faut savoir que chaque plaque est composée de plusieurs petits blocs qui sont collés les uns aux autres. La colle chauffe et rend la feuille de métal plus malléable, plus facilement pliable. C'est ce qui se passe quand on chauffe ces plaques, qui ne sont pas conçues pour résister à une telle chaleur. Il faisait sûrement plus de 500 degrés là-dedans. Le problème, c'est qu'une des plaques d'acier en question ne constituait pas seulement l'un des murs de la soute à charbon, elle faisait aussi partie intégrante d'une des cloisons étanches conçues pour empêcher le navire de couler en cas de trou dans la coque. Nous savons désormais que la chaleur du feu a détérioré la cloison entre les salles des chaudières 5 et 6. 2 des pompiers rescapés ont dit qu'une fois que le charbon avait été évacué de la soute numéro 5, on voyait clairement que les murs étaient déformés à cause de la chaleur des flammes. Barrett a dit que le mur était cabossé. La déformation des plaques en acier pourrait bien avoir diminué la résistance d'une des cloisons étanches du Titanic. Grâce à l'enquête, on sait que la chaleur intense due à l'incendie de la soute à charbon a endommagé le métal de la coque, ce qui veut dire que la cloison n'était plus étanche. Il se pourrait même que la plaque déformée ait pu laisser passer 1 ou 2 seaux d'eau par heure, et ce, même avant la collision. La cloison en avait pris un coup, c'est sûr. Mais personne ne sait vraiment à quel point. Cependant, le simple fait que ce soit arrivé représentait un problème. En d'autres circonstances, cela n'aurait pas eu d'incidence sur la sécurité du bateau. Ça fait partie des aléas du métier. Durant n'importe quelle autre traversée, ça n'aurait pas posé de problème. Il ne se serait pas senti en danger à cause du feu de soute. Seul un événement extraordinaire pourrait faire de cette faiblesse une véritable faille. Le 11 avril 1912, d'énormes icebergs partent à la dérive dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique Nord et se retrouvent au sud dans les couloirs de navigation transatlantique. La taille et la forme des icebergs varient beaucoup. On a ce qu'on pourrait appeler des bébés icebergs, des gros blocs de glace qui flottent à la surface. Mais celui que le Titanic a heurté était plus gros que la machine derrière moi, qui fait 5 étages de haut. Le prestigieux RMS Titanic n'en est qu'au premier jour de son voyage inaugural. Les 1317 passagers profitent des services à bord. Ils sont loin de se douter que pendant qu'ils filent vers New York à une vitesse extravagante de 22 nœuds, cet énorme iceberg continue sa lente progression vers le sud. Et ce n'est pas le genre d'iceberg qu'un commandant veut trouver sur son passage. Ça représente plus d'1 million de tonnes de glace, la plus grande partie étant sous l'eau. Une de ses faces semble taillée exprès pour créer de graves dommages si vous passez trop près. En 1912, on ne naviguait plus à l'aveugle. La plupart des paquebots avaient un télégraphe sans fil à la pointe de la technologie, mise au point par Marconi. Chaque navire se devait d'alerter les autres s'il apercevait des icebergs. Au début du XXe siècle, le télégraphe sans fil de Marconi était une révolution. Les télégraphistes étaient formés à la communication en morse. L'idée était d'utiliser un code pour prévenir les autres navires qui pouvaient se trouver à des centaines de kilomètres. Tout dépendait de la taille et de la hauteur de l'antenne du bateau. Mais dans la soirée du dimanche 14 avril, les opérateurs du télégraphe Marconi du Titanic vont faire une erreur. Les alertes d'iceberg ne les préoccupent pas, car ils ont d'autres priorités. En 1912, le télégraphe sans fil est une nouveauté. Les opérateurs radio étaient des employés de la société Marconi, pas de la White Star Line. Ils étaient payés pour transmettre des messages de la part des passagers à leurs proches chez eux. C'était l'équivalent de la Wi-Fi aujourd'hui. C'était un moyen de communication. Les passagers parlaient de leurs actions en bourse.
de leur rendez-vous. Salut chérie, ce soir je dîne avec toi par la pensée. Tu me manques, je t'aime. Pas de maladie, tout va bien. Préviens ceux qui aiment le poker. Je t'envoie ce message depuis l'océan Atlantique. Le télégraphe est un service de plus sur le bateau. Les opérateurs transmettent les télégrammes des passagers. Il y a un réel conflit d'intérêts au niveau des priorités et de la prise en compte des messages reçus. Les opérateurs ne recevaient pas que des télégrammes personnels. Ils ont aussi eu des alertes des navires alentours. Il existait un code pour marquer leur importance. MSG, Master Service Gram, un télégramme prioritaire destiné au commandant. Ce code était notamment utilisé pour alerter sur la présence d'icebergs. S'il y a écrit MSG, vous le transmettez au commandant tout de suite. Dans la journée, plusieurs télégrammes d'avertissement concernant la présence d'icebergs ont reçu la notation MSG. Et le commandant Smith les a bien lus. Le commandant Smith a bien reçu tous ces messages. C'est pourquoi il a décidé de continuer sur sa lancée pendant environ une demi-heure, avant de virer vers New York. En allant plus au sud, il pensait se donner une marge de manœuvre pour affronter ce qui l'attendait plus loin. À 17h50, le navire change de trajectoire. Peu de temps après, n'imaginant pas une seule seconde les graves conséquences de ce qu'il vient de faire, le commandant Smith quitte la passerelle pour aller dîner. Pendant qu'il régale les passagers de première classe avec un menu à 10 plats, dont des huîtres et du filet mignon, les messages s'accumulent dans la salle Marconi. Le samedi soir et le dimanche matin ont été compliqués pour les deux opérateurs. Le télégraphe est tombé en panne et ils ont passé 6 ou 7 heures à essayer de le réparer. Du coup, ils ont pris beaucoup de retard et les messages en attente se sont multipliés. À 21h52, le SS Mesaba envoie un télégramme d'alerte pour les icebergs. Il devance le Titanic de quelques heures et suit presque la même trajectoire pour aller à New York. Air rencontré beaucoup de blocs de glace, de gros icebergs. Mer de glace. L'avertissement est on ne peut plus clair. La nouvelle trajectoire du Titanic va le faire évoluer dans une mer de glace truffée d'énormes icebergs. Mais le commandant Smith ne verra jamais ce message. Personne n'a écrit MSG sur le message du Mesaba. Jack Phillips n'était pas un navigateur, donc quand il a lu le télégramme du Mesaba, il n'a vu que des chiffres qui ne voulaient rien dire pour lui. Si les lettres MSG avaient été écrites sur le télégramme, Jack Phillips aurait compris que c'était important et il l'aurait transféré à la passerelle. Mais il n'y avait rien d'écrit, donc il l'a mis de côté et a continué à s'occuper des messages personnels des passagers. Presque une heure plus tard, le Titanic reçoit un message encore plus alarmant venant d'un navire situé 16 km plus loin. Mais là encore, les 3 précieuses lettres MSG n'apparaissent nulle part. À 22h30, le soir du naufrage du Titanic, 1 heure seulement avant la collision, un télégramme d'une importance capitale est envoyé par le Californian, stipulant qu'il a dû s'arrêter car il était encerclé de glace. Malheureusement, pile à ce moment-là, les télégraphistes profitaient de leur proximité avec Cape Race pour envoyer le plus de messages possible. Le Titanic essayait de communiquer avec Terre-Neuve, presque 650 km plus loin. Donc les opérateurs avaient sûrement mis le volume de la radio à fond. Quand le Californian, qui se trouvait près du Titanic, a envoyé son télégramme, le signal devait être très fort. Ça leur a presque explosé les tympans. L'opérateur a répondu « Tais-toi mon vieux », ce qui veut dire « Laisse-nous tranquille, on a du travail ». Et malheureusement, l'opérateur du Californian est parti se coucher. Avant même que le Californian puisse répéter son message ou ajouter les lettres MSG, le Titanic coupe la liaison radio. C'était la dernière chance pour prévenir le Titanic de la présence d'icebergs. L'opérateur radio du Californian voulait donner une information capitale.
Le risque de heurter un iceberg était tellement grand que son commandant avait fait couper les machines et préférait attendre qu'il fasse jour pour repartir. Si le commandant Smith avait eu vent de ce message, il aurait peut-être fait de même. C'est l'une des grandes inconnues du Titanic. Et c'était sans aucun doute une erreur. On dit à l'opérateur radio du Californian de se taire. Alors il obéit. Il éteint tout et il va se coucher. 10 minutes plus tard, le Titanic heurte l'iceberg. La communication radio n'était pas le seul moyen de se tenir au courant de la présence d'iceberg. Tout en haut du mât avant, à 15 mètres au-dessus des 4 ponts, le nid de pie est occupé jour et nuit par des vigies pour repérer de potentiels dangers à l'horizon. Le commandant Smith et son équipage savaient très bien qu'ils s'embarquaient dans une zone de mer de glace et qu'ils devaient surveiller les environs. La White Star Line était l'une des rares compagnies de tourisme maritime à avoir de vrais vigies. Ce soir-là, c'est Reginald Lee et Frederick Fleet qui étaient de garde. À eux deux, ils avaient des années d'expérience et ils savaient repérer des icebergs. Malheureusement, il leur manquait quelque chose le soir du 14 avril. Le meilleur moyen de repérer un iceberg, c'est d'ouvrir grand les yeux et de scruter l'horizon. Si vous repériez quelque chose, vous pouviez ensuite l'identifier avec les jumelles. Les jumelles du nid de pie étaient stockées dans la cabine du second officier. Mais lors de cette traversée, les vigies n'avaient pas pu les prendre. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'avant de quitter Southampton, il y a eu une réorganisation des officiers. Henry Wyde a été transféré de l'Olympique avec le commandant Smith et le second officier David Blair a quitté le Titanic. Tout le monde s'accorde à penser que Blair serait parti avec la clé de sa cabine. À cause du changement de second officier, les membres de l'équipage n'avaient pas la clé nécessaire pour accéder aux jumelles. En temps ordinaire, le manque de jumelles n'aurait sûrement pas été un problème. Mais le soir de la collision, les choses étaient loin d'être ordinaires. Le soir du naufrage du Titanic, les conditions étaient vraiment extraordinaires. C'était l'une des nuits les plus claires de l'histoire. La pression était élevée, donc le ciel était complètement dégagé. Les étoiles éclairaient tellement le ciel que ce soir-là, un membre de l'équipage a dit qu'ils auraient pu faire un match de foot. Ça les a confortés dans l'idée que même en allant vite, ils pourraient repérer un iceberg. Vous avez l'impression d'avoir une nuit claire et une mer dégagée, mais c'est comme s'il y avait de la brume. C'est un genre d'illusion optique qui vous empêche de voir des choses telles que des icebergs. Votre esprit vous joue des tours. Prenez ce verre d'eau. Au fur et à mesure que je bouge le crayon derrière, il prend différentes formes. On voit que la lumière change son aspect à cause de la densité de l'eau. C'est ce qui s'est passé le soir du naufrage du Titanic. La densité de l'air a déformé la vision des choses. On a tous déjà entendu parler des mirages dans le désert. Ici, les conditions météorologiques ont créé ce qu'on appelle un brouillard-mirage à l'horizon. Et c'est ce brouillard qui a rendu l'iceberg invisible, alors qu'il était pourtant proche du bateau. Les vigies Fred Fleet et Reginald Lee sont loin d'imaginer qu'ils sont victimes d'une illusion d'optique. Normalement, s'ils avaient eu des jumelles, ils auraient vu la base de l'iceberg un peu plus tôt. Et ces quelques secondes de plus auraient pu être cruciales pour le Titanic. Dans l'enquête qui suivit la tragédie, on demanda à Fleet si les jumelles auraient fait une différence. Sa réponse fut sans équivoque. J'aurais vu l'iceberg plus tôt. Beaucoup plus tôt? Assez pour l'éviter. À 23h30, le Titanic navigue à la vitesse fulgurante de 22 nœuds
n'ayant que les yeux de ses vigies pour repérer de potentiels dangers à l'horizon. Avec une progression de 10 mètres par seconde, il va bien trop vite pour réagir si le brouillard se dissipe et laisse percevoir un danger. À 23h39, le premier officier, Andrew Murdoch, est de garde sur la passerelle pendant que le commandant se repose dans sa cabine. 37 secondes avant que le Titanic ne percute l'iceberg, Frederick Fleet remarque quelque chose et hurle « Iceberg droit devant !» Murdoch entend la cloche sonner 3 fois, signalant un danger à l'horizon. Quand il a entendu la cloche sonner 3 fois, Murdoch a tenté d'appréhender la situation. Il a vu un iceberg droit devant et a décidé de le contourner. Il a tout de suite tourné la barre vers la gauche, puis vers la droite pour essayer de contourner l'iceberg. Puis il a décidé de couper les machines. Il a hurlé l'ordre. Puis, on lui a confirmé qu'on s'affairait à faire virer le navire. Et il a ensuite indiqué de faire arrière toute sur le transmetteur d'ordre. Sur les ordres de Murdoch, le paquebot tente de contourner l'iceberg, mais ne peut pas échapper à ceux qui se cachent sous l'eau. Ils ont presque réussi à contourner la partie visible de l'iceberg, mais pas celle qui était immergée. Et c'est cette partie qui était sous l'eau qui a abîmé la coque du Titanic. Stephen Payne, architecte naval, a conçu le Queen Mary II. Il est persuadé que c'est le fonctionnement du gouvernail qui fut fatal au Titanic. Pour faire simple, le gouvernail fait dévier l'eau. C'est juste une plaque qu'on fait tourner à l'arrière du bateau pour faire passer l'eau d'un côté à l'autre. Le gouvernail du Titanic était agrémenté d'un système à hélices qui envoyait l'eau vers ce gouvernail. Les hélices du Titanic rendent le gouvernail plus puissant, lui permettant de virer plus rapidement, mais seulement quand elles sont en marche. Logiquement, quand l'ordre a été donné de couper les machines et de faire marche arrière, les hélices ont dû s'arrêter de tourner. Les hélices ne fonctionnant plus, elles n'envoient plus d'eau sur le gouvernail, pendant quelques secondes pourtant cruciales. Il aurait suffi de pas grand-chose. Si le gouvernail avait fonctionné un tout petit peu mieux, il aurait peut-être, je dis bien peut-être, permis de virer un peu plus, et il aurait évité l'iceberg. Au lieu de ça, le Titanic a heurté cet énorme iceberg. Mais la collision fut tellement légère que peu de gens ont compris ce qui s'était passé. Les passagers étaient loin de se douter que sous le pont, le Titanic était déjà condamné. Les gens n'étaient pas prêts à affronter une telle catastrophe. Ils n'imaginaient pas que le bateau allait couler. Contrairement aux idées reçues, quand l'iceberg a éraflé le Titanic à tribord, la coque en acier n'a sûrement pas été perforée. Cela a juste mis à jour la 7e erreur fatale qui a contribué à sceller le sort du Titanic. La coque du Titanic était composée de plusieurs centaines de plaques de métal fixées les unes aux autres par 3 millions de rivets, la plupart en acier. Un rivet sert à accrocher 2 plaques de métal ensemble. On fait se chevaucher 2 plaques de métal et on les perce. On fait chauffer un rivet et on le glisse dans ce trou.
Ensuite, il suffit de donner des coups de marteau sur la partie plate du rivet pour la déformer et ainsi fixer ces deux pièces de métal l'une à l'autre. En temps normal, ce genre de rivet résiste bien, mais l'eau de l'océan Atlantique Nord était exceptionnellement froide ce soir-là. Le Titanic évoluait dans de l'eau glacée. Donc sa coque était probablement gelée au moment de la collision. Une simple expérience, l'essai de résilience Sharpie, montre comment les différences de température peuvent modifier la résistance de l'acier. Cette barre d'acier est similaire à celle utilisée pour fabriquer les rivets du Titanic. À température ambiante, la barre se plie mais ne se brise pas. Mais quand il est plongé dans une eau à température négative, l'acier subit une transformation essentielle. L'acier gelé n'est plus capable de résister à la puissance du choc. Dans les eaux glacées de l'Atlantique, les rivets du Titanic qui se trouvaient sous la ligne de flottaison ont dû devenir tout aussi fragiles. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour installer des rivets de bonne qualité, il fallait une machine hydraulique très volumineuse, ce qui fut problématique quand ils s'attaquèrent à la proue. La rifteuse hydraulique était très encombrante. En plus, elle n'était pas conçue pour fixer des rivets sur des surfaces courbées, comme c'est le cas au niveau du fond de cale ou de la proue. Pour ces parties, il a fallu fixer des rivets à la main. Il est cependant presque impossible de fixer un rivet en acier à la main. Les plaques de la proue furent donc scellées avec des rivets en fer, et malheureusement, le fer a des inconvénients. Le fer forgé n'est pas aussi polyvalent que l'acier. Quand on le fait fondre, on obtient un produit dérivé, des scories. Précisément le genre de choses qu'on ne veut pas trouver dans le fer. Les scories présentes dans les rivets les rendent encore plus susceptibles de se casser s'il fait froid et qu'ils sont frappés violemment. Ce qui est exactement ce qui se passe quand un navire heurte un iceberg. Il faut prendre en compte la puissance de l'impact. Le Titanic pèse 50 000 tonnes et avance à une vitesse de 30 km/h. Vous pouvez vous imaginer ce que ça représente. Un iceberg est avant tout un objet fixe. On a donc ici un navire en pleine puissance qui percute un objet solide. Au moment où le Titanic heurte l'iceberg, il faut bien que quelque chose absorbe la puissance de l'impact. Le Titanic est touché dans sa partie inférieure, sur les plaques de métal et les rivets. En gros, on vient de désolidariser les plaques. L'eau commence à entrer et on connaît la suite. Les rivets cèdent sous la pression, créant ainsi une ouverture dans la coque sous la ligne de flottaison. L'utilisation de rivets en fer se révèle être une grosse erreur, mais le Titanic est censé être capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Le Titanic était divisé en 16 compartiments étanches. Si la coque était perforée, l'inondation pouvait être contenue. Le Titanic était conçu pour résister à l'inondation de 4 de ses compartiments. En plus de ça, l'étrave comprenait également un compartiment étanche pour ralentir la progression de l'eau dans la proue. C'était le navire le plus sûr au monde. 10 minutes après la collision, tout semble paisible. Mais plus bas dans les salles des chaudières, c'est la panique totale. Et c'est là que va se révéler une faiblesse fatale dans la conception de ce navire soi-disant insubmersible. Le responsable des salles des chaudières ce soir-là est le pompier Fred Barrett. L'iceberg a ouvert une brèche dans la coque. La pièce dans laquelle se trouve Fred commence à se remplir d'eau. Alors il se réfugie dans le compartiment voisin. Il referme la porte étanche derrière lui et se retrouve dans la salle des chaudières numéro 5.
Quand Fred remarque que de l'eau pénètre dans la soute à charbon qui a été vidée, il ferme la porte de la soute. Elle n'est pas étanche, mais il faudra que ça fasse l'affaire. Pendant 1 heure, il fait tout ce qu'il peut pour écarter le danger. Il essaie de mettre en place un système pour pomper l'eau afin de ralentir l'inévitable. Tout d'un coup, l'eau commence à envahir la salle des chaudières. Fred comprend qu'il ne peut rien faire de plus et se sauve par l'échelle de secours. La coque du Titanic est composée de 16 compartiments étanches conçus pour stopper une éventuelle inondation. Malheureusement, l'eau a atteint trop de compartiments pour que le navire puisse résister. À 0h40, l'eau commence à envahir le navire, qui se met à sombrer encore plus rapidement. Le compartiment dans lequel se trouvait Fred est celui de l'incendie que lui et ses collègues ont mis plusieurs jours à éteindre. La chaleur extrême des flammes a déformé les plaques du mur du fond qui forment une des fameuses cloisons étanches. Certes, l'eau entrait par la brèche. Mais arrivait-elle aussi du compartiment voisin à travers cette cloison endommagée? On se doit de supposer que l'incendie a endommagé cette cloison étanche. On sait qu'une des cloisons a été exposée aux flammes à cause de l'incendie dans la soute à charbon. Il est donc possible que la résistance de l'acier se soit détériorée et que la cloison ait laissé passer l'eau. Selon l'enquête sur le naufrage, il est possible que la cloison qui a été endommagée par les flammes ait laissé filtrer 1 ou 2 seaux d'eau par heure, et ce, même avant la collision. Cette cloison déformée fut-elle un élément clé dans l'inondation du Titanic? La question crée la polémique. Mais une chose est sûre, une fois la soute à charbon inondée, la seule chose qui empêche l'eau de se propager est une simple porte. Il y a environ 3 mètres d'eau dans le compartiment voisin, ce qui représente environ 440 tonnes. La porte fait face à une pression de 3 tonnes. Quand la pression sur la porte dépasse les 3 tonnes, elle cède et une énorme vague se déverse dans le compartiment. Une énorme quantité d'eau était contenue à côté et elle envahit le compartiment d'un seul coup. Les 6 compartiments à l'avant du Titanic sont maintenant remplis d'eau et la proue se noie de plus en plus. Jusqu'alors, l'inondation était assez lente. On avait le temps de procéder à l'évacuation des quelques 2200 personnes à bord. Mais alors que le navire est en train de sombrer, les passagers des cabines à l'avant commettent une erreur fatale qui précipite le naufrage. Malgré la force de la collision, les 6 brèches de la coque sont assez infimes. Si on réunit ces brèches, leur surface totale représente à peine la taille d'une cheminée, ce qui est vraiment petit. Mais comme le Titanic s'est arrêté après la collision, les gens se sont demandé ce qui se passait. Et c'est tout naturellement qu'ils ont ouvert les hublots pour jeter un œil aux environs. Alors que le naufrage semble inévitable, l'équipage fait monter les passagers sur le pont pour procéder à l'évacuation. Quand ils sont partis sur le pont, ils ont laissé les hublots ouverts. Quand l'eau a commencé à atteindre les cabines, l'inondation du navire s'est accélérée à cause de ces hublots ouverts. Il aurait suffi de 12 hublots ouverts pour que les dommages dus à la collision avec l'iceberg soient 2 fois plus importants. Sauf qu'ici, on parle de plusieurs centaines de hublots. Il y avait plus de 300 hublots de cabines passagers. La curiosité humaine, bien que légitime, accélère la vitesse à laquelle le navire sombre. Alors que l'inondation gagne du terrain, il devient évident qu'une grave erreur a été commise lors de la conception des cloisons étanches. Les cloisons ont une hauteur moyenne de 12 mètres, ce qui n'est pas assez haut pour atteindre le pont. Un choix délibéré des concepteurs du Titanic.
Les concepteurs voulaient qu'il y ait plus d'espace sur le pont et pour les loisirs des passagers. Donc les cloisons n'allaient pas jusqu'en haut du navire. C'est comme un hôtel. Le navire doit être conçu pour permettre aux passagers de circuler librement de leur cabine aux espaces collectifs. Les concepteurs vont regretter les conséquences de leur décision. Une fois que l'eau atteint le haut des cloisons, elles deviennent inutiles. L'eau déborde par-dessus, inonde les autres compartiments et se propage dans les espaces publics au-dessus. C'est littéralement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La proue du Titanic disparaît sous l'eau et la poupe se retrouve en l'air. Vers la fin, on a l'impression d'entendre des coups de tonnerre, tellement le bruit est fort quand l'acier se casse au niveau de la quille. Pendant ce temps-là, les gens qui sont à bord se ruent vers la poupe du bateau. La poupe s'élève dans les airs, puis elle a l'air de se stabiliser à la verticale et les gens pensent qu'ils sont en sécurité. C'est le calme avant la tempête. Ils ne savent pas que la poupe est en train de se détacher du reste du bateau et qu'elle va retomber dans l'eau. Ces derniers instants sont vécus dans une panique totale. Les lumières s'éteignent, le navire flotte encore un peu, puis disparaît à jamais. À 2h20 dans la nuit du lundi 15 avril, le Titanic sombre dans les profondeurs glacées de l'océan Atlantique, emportant avec lui environ 1500 passagers et membres d'équipage. Après avoir heurté l'iceberg, le Titanic a résisté pendant 2h40. C'est très impressionnant, étant donné qu'un tiers du bateau avait été fatalement endommagé. Mais ce drame aurait pu être évité si une erreur cruciale n'avait pas été commise, l'erreur la plus humaine de toutes. La dernière erreur du Titanic. Si le premier officier Murdoch n'avait pas essayé d'éviter l'iceberg, le navire aurait peut-être survécu à la collision. S'il y avait eu une collision frontale avec l'iceberg, ça aurait démoli environ 30 mètres du bateau, soit un huitième de sa longueur, mais les cloisons étanches auraient tenu bon. Il est assez probable que cela n'aurait pas causé de dommages fatals et que le paquebot n'aurait pas coulé. La partie la plus à l'avant de la proue est une cloison de collision. À l'instar des zones de déformation sur les voitures, cette partie est conçue pour encaisser la puissance d'un impact frontal, protégeant ainsi l'intégrité des autres compartiments et limitant l'inondation. Mais en faisant virer le navire dans l'espoir d'éviter l'iceberg, Murdoch a fait subir un choc latéral au Titanic. En tournant, le Titanic s'est un peu penché sur le côté et a présenté sa quille à la partie immergée de l'iceberg. C'est à cause de cette manœuvre qu'il y a eu autant de dommages sous la ligne de flottaison. Le frottement de la quille le long de l'iceberg a plus abîmé la structure du navire que s'il l'avait heurté frontalement. Mais Murdoch n'aurait jamais pu prendre une telle décision. Mettez-vous à la place de Murdoch. Vous n'imagineriez pas un instant laisser le navire entrer en collision avec un iceberg. Ça va à l'encontre de tout instinct de survie. En plus, c'est un paquebot tout neuf. La moindre mauvaise décision peut sceller la fin de votre carrière. On ne peut pas en vouloir à Murdoch d'avoir fait ça. C'est une réaction normale. Il a fait ce qu'il pensait être le mieux. Plus de 100 ans après, les enseignements de ce drame perdurent. On leur doit énormément.
Aujourd'hui, on peut naviguer en sécurité grâce aux leçons qu'on a tirées du Titanic. Grâce au Titanic, il y a assez de canaux de sauvetage pour tout le monde. Les cloisons étanches sont plus solides, les règles de sécurité sont renforcées, même si l'inspection du travail peut parfois rendre chèvre. En tant que concepteur du Queen Mary II, le dernier paquebot à faire des voyages transatlantiques, je devais être extrêmement scrupuleux par rapport aux enseignements du Titanic. La plupart d'entre eux font maintenant partie intégrante de la loi maritime. On dit que les règles de sécurité sont écrites avec le sang. Dans le cas du Titanic, c'est vrai.